une définition très importante. Combinaison affine donc soit K appartenant à n étoile, donc K un entier non nul, x1, x2 jusqu'à xk des éléments de Rn, on appelle combinaison affine des xi égale à 1 jusqu'à k tout nombre, tout point, tout x appartenant à Rn tel que x est égal à sigma i égale à 1 jusqu'à k de alpha i xi avec sigma égale à 1 jusqu'à k de alpha i égale à 1. Donc, on appelle combinaison affine des points xi égale à 1 jusqu'à k avec k non nul, entier non nul, tout x qui s'écrit comme sigma égale à i égale à 1 jusqu'à k de alpha i xi. En particulier, si j'ai deux points xy, alors z égale à lambda x plus 1 moins lambda y, où lambda est un réel, est une combinaison affine. C'est une combinaison affine assez particulière, mais c'est toujours une combinaison affine des points x et y. Pourquoi? Parce que z, c'est donc je peux écrire c'est alpha 1 x plus alpha 2 y, où alpha 1 c'est lambda et alpha 2 c'est 1 moins lambda, et on voit bien que alpha 1 plus alpha 2 égale à 1. Donc c'est un cas très particulier de combinaison affine de deux points. Pourquoi on introduit cette définition? C'est parce que un sous-espace affine de Rn peut être construit à l'aide des combinaisons affines. Nous allons voir comment cela se passe. Proposition. Donc, A inclus dans Rn. Non vide. Alors, A, si A, donc alors, si A
est un sous-espace affine A contient, donc A inclus dans Rn non vide, si A est un sous-espace affine, alors automatiquement A contient toute combinaison, bien toutes les combinaisons affines de ces éléments. On peut aller plus loin, dire que A non vide est un sous-espace affine si et seulement si il contient toutes les combinaisons affines de ces éléments. Mais l'implication la plus importante, la plus intéressante, c'est celle-là. Si A est un sous-espace affine, alors il contient toutes les combinaisons affines de ces éléments. Parce que dans l'autre sens, l'inverse est évident. Si A contient toutes les combinaisons affines de ces éléments, en particulier, il contient les combinaisons affines que nous avons introduites, lambda x plus 1 moins lambda y. Donc, c'est immédiat. Donc, l'inverse est vraiment immédiat. Donc, démonstration. Donc, supposons que A, donc supposons que A est un sous-espace affine. On va essayer de montrer que, donc soit une combinaison affine, donc soit Z égale à sigma I égale à 1 jusqu'à K, alpha I xi, avec K appartenant à n étoiles, alpha I appartenant à R, tel que sigma I égale à 1 jusqu'à K des alpha I égale à 1, et les xi appartiennent à A pour I égale de 1 jusqu'à K. Donc voilà, on doit montrer que, montrons que Z appartient à A. Montrer que Z est stable par toute combinaison affine, ou montrer que toute combinaison affine, montrer que A est stable par toute combinaison affine, ou montrer que toute combinaison affine, donc tout nombre Z qui s'écrit comme ça, doit appartenir à A. On sait très bien que si K est égal à 2, c'est quoi une combinaison affine? C'est Z va s'écrire, si K égale à 2, alors Z égale à alpha 1 x1 plus alpha 2 x2. Voilà, si K égale à 2, voilà, nous avons ça. Avec quelle propriété? Avec les alpha I appartiennent à R, des nombres réels, et sigma égale à 1 jusqu'à K, des alpha I égale à 1. Ça veut dire que alpha 1 plus alpha 2 égale à 1, ce qui revient à dire que alpha, donc, alpha 2 égale à 1 moins alpha 1, et xi, donc x1, x2, x1, x2 appartiennent à A. Donc si k égale à 2, nous avons ça. Or, z égale à alpha 1, x1 plus alpha 2, x2, avec alpha 2 égale à 1 moins alpha 1, je peux l'écrire aussi, c'est alpha 1, x1 plus 1 moins alpha 1,
x2 avec x1 et x2 appartiennent à A, donc automatiquement ça appartient à A parce que car A est un sous-espace affine. Par définition, on avait dit que A est un sous-espace affine si alpha lambda ou alpha, c'est juste une variable muette. Donc, si alpha 1 x1 plus 1 moins alpha 1 x2 appartiennent toujours à A, quels que soient les alpha, et à condition bien sûr que le x1 x2 soit dans A, ce qui est dans l'hypothèse ici. Donc, si k égale à 2, toute combinaison affine de deux éléments et donc deux éléments de A est dans A. Qu'est-ce qui reste à montrer? Donc nous allons procéder par récurrence. Nous allons supposer que cette hypothèse reste vraie pour jusqu'à K et nous allons montrer qu'elle est vraie pour K plus 1. Donc on raisonne par récurrence et on suppose donc que toute combinaison affine de K éléments de A appartiennent à A. Et on montre que, donc qu'est-ce qu'on va montrer? On va montrer que cela est vrai aussi pour toute combinaison de K plus 1 éléments de A. On suppose donc que A est stable pour toute combinaison de K éléments, K dans K supérieur ou égal à 2, et nous allons montrer que c'est aussi stable pour toute combinaison de K plus 1 éléments. Comment on procède? Tout simplement, on va prendre une combinaison affine, donc soit Z égale sigma I égale à 1 jusqu'à K plus 1, alpha I xi. Donc j'ai pris une combinaison où il y a K plus 1 élément, donc quelconque, avec sigma d alpha I égale 1, égale à 1 jusqu'à K plus 1, et que les xi appartiennent à A pour I égale à 1 jusqu'à K plus 1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va refaire un petit peu la démonstration qu'on vient de faire donc dans une des propositions précédentes. Nous allons considérer que les alpha I ne sont pas tous. Donc, regardez, nous avons sigma égale à 1 jusqu'à K plus 1 des alpha égale à 1. Donc, on ne peut pas avoir tous les alpha I. Donc, on ne peut pas avoir alpha 1 égale alpha 2 égale alpha K plus 1 égale 1. C'est impossible, parce que si c'est le cas, sigma égale à 1 jusqu'à K plus 1 des alpha I va être égal à K plus 1 et non pas 1. Hors K, on a dit on va prendre K plus grand que 2. Donc, l'un des alpha I va être différent de 1, obligatoirement. On va supposer que c'est le premier.
sinon on réarrange donc les éléments de la combinaison. Donc on suppose alors que alpha 1 est différent de 1. Et on réécrit cette combinaison sous la forme alpha 1 x1 plus 1 moins alpha 1 facteur de quoi? Facteur de sigma i égale 2, puisque le 1 il est là. Regardez, là on a sigma égale à 1 jusqu'à k plus 1, alpha x i, ça peut s'écrire z égale à alpha 1 x1 plus sigma égale à 2, puisque le premier on l'a déjà écrit, donc sigma égale à 2 jusqu'à k plus 1, 2 jusqu'à k plus 1, quoi 1, donc alpha i sur, ici on a mis en facteur 1 moins alpha 1, donc 1 moins alpha 1, voilà. Donc si je l'introduis, ça va apparaître, xi. C'est bien. Là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une somme, comme j'ai dit, c'est pratiquement la même démonstration qu'on vient de faire. Nous avons ici c'est une combinaison de combien d'éléments? Donc là, c'est une combinaison de k au plus de k, parce que je vais de égal à 2 jusqu'à k plus 1. Donc k plus 1 moins 2 plus 1, ça va me donner k éléments de A. Donc automatiquement, cet élément donc, appartient à A. Donc ceci appartient à A. Ça appartient à A. Ça appartient à A. Donc, et puis, j'ai une combinaison de deux éléments. J'ai celui-là et celui-là. Donc, ces deux, c'est une combinaison de deux éléments de A. Or, on a dit que, d'ailleurs, c'est même par définition d'un sous-espace affine, une combinaison de deux éléments de A est toujours dans une combinaison affine de deux éléments de A est toujours dans A. Ça aussi, c'est une combinaison affine. Ce n'est pas une combinaison quelconque. C'est une combinaison affine. Pourquoi c'est une combinaison affine de k éléments? Tout simplement parce que sigma de alpha i sur 1 moins alpha i, donc sigma de alpha i pour i égale à k, excusez-moi, égale à 2 jusqu'à k plus 1, de alpha i sur 1 moins alpha 1, c'est quoi? C'est alpha 1, c'est alpha 2 plus alpha 3 jusqu'à alpha k plus 1, divisé par 1 moins alpha 1. Or, ça c'est quoi? Puisqu'on sait que sigma de alpha i égale à 1 jusqu'à k plus 1 est égal à 1. Donc, ça c'est quoi? C'est tout simplement 1 moins alpha 1 sur 1 moins alpha 1 qui est égal à 1. Donc, c'est une combinaison affine de combien d'éléments? Je viens de dire de k éléments. Et l'ensemble, c'est une combinaison affine et ça aussi, c'est une combinaison affine de deux éléments. Donc, Z, tout ça implique que Z appartienne à A, parce que A est un sous-espace affine. Voilà, donc la démonstration est achevée. Pour l'inverse, j'ai dit que c'est évident. L'inverse, c'est quoi? C'est que si A est une partie de Rn non vide, qui contient toute combinaison affine de ces éléments, alors obligatoirement A est un sous-espace. Je ne vais pas faire la démonstration parce qu'elle est immédiate. Donc on passe à autre chose. Définition. Donc on va exploiter cette proposition pour introduire une définition. Soit A inclus dans Rn, A non vide. On appelle
combinaison affine, excusez-moi, on appelle enveloppe affine de A et on note F de A, l'ensemble de toutes les combinaisons affines de A. Mais on va l'écrire comme ça, égale l'ensemble des x, tel que x soit x appartenant à Rn, tel que x s'écrit sigma i égale à 1 jusqu'à k, alpha i xi, avec k appartenant à n étoile, k dans n étoile, les alpha i appartiennent à R, avec sigma des alpha i égale à 1 jusqu'à k égale à 1, et les xi sont dans A pour i égale à 1 jusqu'à k. I égale à 1, bien sûr, jusqu'à k. Donc, F de A, enveloppe affine de A, c'est quoi? C'est l'ensemble des x de Rn, tel que x, c'est une combinaison affine d'éléments de A. Donc, après, proposition. Pourquoi on a introduit cette notion de enveloppe affine? C'est parce que l'enveloppe affine, donc soit A inclus dans Rn A non vide, alors F de A est le plus petit sous-espace affine contenant A. Démonstration. Bon, on ne va pas la faire, mais je vais donner quelques indications. Tout d'abord, si A est non vide, F de A est aussi non vide. Et on sait que toujours A est inclus dans F de A. Pourquoi? Parce que, je n'ai pas voulu le dire avant, mais évidemment, si X appartient à A, alors X c'est quoi? Il est égal à 1 fois X. Donc c'est une combinaison affine de A. D'accord? Sigma des alpha i, c'est quoi? C'est sigma de 1, j'ai un seul, et X appartient à A. Donc c'est toujours, donc, et aussi une combinaison affine d'éléments ou bien d'un seul élément de 1. D'accord. Donc, quel que soit x appartenant à A, x est dans F de A. Après, pourquoi F de A est un... Donc, F de A est un sous-espace affine. Pourquoi c'est un sous-espace affine? D'accord, on vient de le montrer. On a dit que c'est un ensemble qui contient toutes ces propres combinaisons affines. Je ne vais pas le démontrer, mais c'est aussi facile. Ou alors, bon, je vais donner. Donc, si je prends un x, y appartenant à F de A, il suffit d'écrire x égale à sigma alpha i xi et y égale à sigma bêta i yi. Et si je prends lambda appartenant à R, donc lambda x plus 1 moins lambda
Y, c'est quoi? C'est un lambda sigma de alpha i, xi, plus, donc je ne mets pas i égale à 1 jusqu'à k ou i égale, d'accord? Parce que je ne veux pas faire la démonstration, mais je veux juste donner quelques indications. Et donc, vous laissez le soin de faire correctement la démonstration. Donc, 1 moins lambda, sigma, bêta i, yi. Bien sûr, on n'a pas ici le même nombre de xi, on n'a pas ici non plus le même nombre des yi, mais je peux toujours revenir ici et mettre, ça c'est sigma, i égale à 1 jusqu'à k de gamma i, zi. Et je peux toujours écrire ça aussi sous la forme de sigma i égale à toujours 1 jusqu'à le même k. Donc, et là, je ne vais pas avoir les mêmes gamma i, mais des delta i, mais toujours les mêmes zi. Comment je peux faire ça? C'est que je prends les xi, je leur ajoute les bêta i, donc x c'est sigma, donc disons i égale à 1 jusqu'à k1, le premier k1, alpha xi. Je peux mettre aussi plus 0 y1 plus 0 y2, c'est-à-dire que je complète par 0 et j'utilise les mêmes, donc j'utilise les xi et les y à la fois, donc les z c'est quoi? L'ensemble, donc z1 jusqu'à zk, ça va être quoi? Ça va être x1, x2 jusqu'à xk1, et puis après je mets y1, y2 jusqu'à yk2. Je suppose que là j'ai y de i égale à 1 jusqu'à k2. D'accord, donc comme j'ai dit, je ne vais pas faire la démonstration. Elle n'est pas difficile, donc vous pouvez la faire vous-même. Et dans ce cas, je vais avoir lambda sigma des alpha i, sachant que sigma des gamma i, parce que c'est une combinaison affine, sigma des gamma i va être égal à 1 et sigma des delta i va être égal à 1. Donc voilà, vous faites la démonstration. Elle n'est pas difficile, juste un petit bricolage. Comme j'ai dit, on complète, je mets ici les xi en complétant par des coefficients nuls. Et je mets ici le reste, les xi avant les yi. Donc j'ai les mêmes termes qui interviennent dans les deux écritures de x et de y. Donc ce n'est pas difficile à montrer. Et puis, comme lambda, comme lambda et là j'ai un plus lambda, il faut développer un petit peu, vous allez trouver que ce n'est pas difficile. Donc, on peut facilement montrer que f de A est un sous-espace affine et qu'il contient A. Qu'est-ce qui reste à montrer? Que c'est le plus petit au sens de l'inclusion. Comment on peut faire ça? Là aussi, je vais donner quelques indications. Sans aller jusqu'à écrire toute la démonstration. Donc, l'indication va consister à dire donc soit B, un sous-espace affine tel que B contient A, tel que A est inclus dans B. Qu'est-ce qu'on doit démontrer? On doit démontrer que f de A est inclus dans B. Là aussi, ce n'est pas difficile, c'est même immédiat. On avait dit que si A est convexe, alors toute combinaison affine d'éléments de A est dans A. D'accord. Là, B, excusez-moi, si A est un sous-espace affine, alors toute combinaison affine d'éléments de A est dans A. Là, qu'est-ce qu'on a? Nous avons
B sous-espace affine. Et A est inclus dans B. Donc, toute combinaison affine d'éléments de B et dans B, puisque c'est un sous-espace affine, en particulier comme A est inclus dans B, donc toute combinaison affine d'éléments de A est dans B. Et donc, évidemment, F de A est inclus dans B. Donc, lorsque on travaille avec les espaces, les sous-espaces affines, il y a un certain nombre de... Donc, vous vous rappelez, au début, on avait dit que si vous avez si A est un sous-espace affine et petit a appartient à A, alors V qui est égal à A moins petit a est un sous-espace vectoriel de Rn. Donc, si je prends R2, un sous-espace affine, c'est, par exemple, une droite. D'accord? Donc, il contient un certain nombre de points. Et V, dans ce cas, c'est quoi? C'est ce droite, c'est la droite parallèle à A, supposons que A, c'est le sous-espace affine. Alors, V, ça va être le sous-espace vectoriel parallèle à A qui passe par 0. Et je sais que la droite qui passe par 0, qui est un sous-espace vectoriel, a une certaine dimension. Donc, dimension, ici, dimension de V en particulier, c'est 1. Donc, je peux parler de dimension de A. Pourquoi? Pour deux raisons. D'une part, on avait dit que quel que soit un sous-espace affine, donc on peut lui faire correspondre à un sous-espace vectoriel. Donc, on est tenté d'écrire que dim de A, c'est la même chose que dimension de V, où V est le sous-espace vectoriel que l'on détermine. Mais pour une autre raison qu'on n'a pas indiquée, mais qui est facile à prouver, c'est que la construction de V, qui est égale à A moins petit a, avec petit a appartenant à A, ne dépend pas, V ne dépend pas du choix de A. Donc, quel que soit le A que je prends dans A moins petit a donne toujours le même sous-espace vectoriel qui est égal à V. Et donc, je peux parler de dimension donc dimension de A, qui est la dimension du sous-espace vectoriel parallèle, qui lui est parallèle. Donc, dans Rn, par exemple, dans R3, mais d'une manière générale dans Rn, si j'ai un sous-espace affine, je peux toujours trouver un sous-espace vectoriel, et on dit que le sous-espace vectoriel est la direction du sous-espace affine. Donc, si on a un sous-espace vectoriel, dans R3, par exemple, un plan, alors la direction, il suffit de prendre un point ici, dans A, et de considérer V égale à A moins petit a, je trouve un sous-espace vectoriel qui constitue la direction de A, la direction du sous-espace affine A. Définition. On dit que K point
x1, x2, xk sont affinement indépendants, si les vecteurs x moins x2 moins x1 du x3 moins x1, xk moins x1, ou bien cette famille, ou bien les vecteurs sont linéairement indépendants. Donc la famille x1, x2, xk est affinement libre si la famille x2 moins x1, x3 moins x1, xk moins x1 est affinement et est linéairement libre. Proposition. On peut montrer facilement, il suffit de développer, on peut démontrer facilement que une famille x1, x2, xk est affinement indépendante, ou excusez-moi, donc une famille x1, x2, xk est constituée d'éléments qui sont affinement indépendants, d'accord? Donc les éléments de la famille x1, x2, xk sont affinement indépendants. Je vais réécrire ça pour que ce soit un peu plus correct. Donc les éléments, voilà, c'est plus simple. Les éléments x1, x2, xk sont affinement indépendants si sigma alpha i xi pour i égale à 1 jusqu'à k égale à 0 et sigma i égale 1 jusqu'à k de alpha i égale à 0 implique, donc si j'ai ces deux propriétés, si j'ai ces deux égalités, alors automatiquement alpha i égale à 0, i égale à 1 jusqu'à k. Il est très facile à démontrer ça, donc il suffit de revenir à si la famille x1, x2, xk est affinement indépendante, ou bien si les éléments x1, x2, xk sont affinement indépendants, c'est que x2 moins x1, x3 moins x1, xk moins x1 est, est affinement et linéairement indépendant, et donc voilà, si on développe un petit peu, si je développe ici, je vais trouver que les alpha i doivent être nuls.